Concertation des États membres de l'Union du fleuve Mano en Côte d'Ivoire. Au centre des travaux, les crises politiques et militaires dans la sous-région, la libre circulation des biens des personnes. Le conseil d'administration de la Société Nouvelle d'édition et de presse de Côte d'Ivoire a été installé aujourd'hui. Viviane Zunon-Kipré a été réélue à la tête de ce conseil pour un autre mandat. Et puis nous parlerons également dans cette édition des états généraux de la presse des sociétés d'assurance, de droit national africain, l'assurance agricole au cœur des débats. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI 1. Nous sommes aujourd'hui mercredi 31 octobre 2012. Dans quelques instants, à minuit, expire le délai fixé pour l'identification des téléphones portables. Passé donc minuit, les abonnés non identifiés ne pourront plus émettre d'appel. Ils seront mis en réception. Alors, pour éviter ce désagrément, depuis ce matin, les abonnés non encore identifiés ont pris d'assaut les différents points d'identification installés par les opérateurs de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Lassina Ouattara y était. Sur près de 18 millions d'abonnés au téléphone mobile en Côte d'Ivoire, 80% ont été identifiés selon les chiffres fournis il y a près d'une semaine par le ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication. Les 20% environ qui ont traîné le pas ont comme date butoir ce mercredi 31 octobre 2012 à minuit. Depuis quelques jours déjà, plusieurs abonnés se précipitent pour effectuer l'opération. Ça paraît que j'avais pas assez de temps. Et puis comme je suis à l'intérieur, tout ça, bon, je n'ai pas pris ça au sérieux quoi. C'est une amie qui m'a dit hier que, mademoiselle, si c'était pas fait identifier, ils vont couper donc. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Biguin, donc je suis venu me faire identifier. Et on m'a fait venir un message sur mon portable. C'est pourquoi aujourd'hui je suis là pour me faire identifier. Les opérateurs de téléphonie mobile, pour ne pas perdre des clients, ont usé de plusieurs moyens, notamment les appels, les messages sur les mobiles et les agents commis à la tâche déployés sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes satisfaits, mais on attend beaucoup encore des clients parce que tous les clients n'ont pas encore été identifiés. Il y a des clients qui sont encore réticents. Après, ces clients me reviennent pour se faire identifier parce que aussi, ils ne veulent pas perdre leur numéro. C'est en décembre dernier qu'un décret portant sur l'identification des abonnés au service des télécommunications a été pris. Cela permet à la Côte d'Ivoire de se conformer aux normes de l'UIT, Union internationale des télécoms, et vise à faciliter la prévention et la répression des actes de cybercriminalité. Il s'agit avant tout de maîtriser un fichier nominatif des abonnés tout en garantissant le respect de la vie privée selon les autorités ivoiriennes. Pour tous ceux qui ne pourront pas se soumettre à cette première phase de l'identification, reste un délai de 2 mois avant le 31 décembre 2012, au risque d'être déconnecté. Elle a fait l'unanimité des membres du conseil d'administration qui l'ont réélu à la tête de la Société Nouvelle d'édition et de presse de Côte d'Ivoire, SNPC, éditrice du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Eh bien, il s'agit de Viviane Zunon-Kipré qui a donc été reconduite à son poste et le nouveau conseil qu'elle va diriger a été installé aujourd'hui. Le témoignage est signé Victorine Yaoyoboué. Ils sont 6, dont 2 femmes, qui constituent le nouveau conseil d'administration de la SNPC, Société Nouvelle de Presse et d'Édition de Côte d'Ivoire. La SNPC est une entreprise d'État, éditrice du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Les membres du conseil d'administration de la SNPC se sont désignés comme président Viviane Zunon-Kipré, déjà à ce poste dans le précédent conseil, et Auguste Aletaï comme secrétaire de séance. L'équipe a été installée par Anouma Kanié, directeur de cabinet du ministère de la Communication. Nommé pour une période de 3 ans, le conseil d'administration place son mandat sous le sceau de la bonne gouvernance. Gage, selon son président, de la rentabilité et de la pérennité des activités de la SNPC. L'autre défi auquel doivent faire face les dirigeants du groupe, c'est engager résolument Fraternité Matin dans son rôle de relais objectif des actions du gouvernement et de vecteur de la réconciliation nationale. Air Côte d'Ivoire a décollé hier pour la première fois de façon officielle en présence des autorités ivoiriennes. Et pour ce vol inaugural, la nouvelle compagnie aérienne ivoirienne a pris la direction de Dakar, capitale sénégalaise. Au nom des passagers, Noël Niagno. Une semaine après avoir reçu l'onction du peuple de Côte d'Ivoire à travers son président Alassane Ouattara, Air Côte d'Ivoire a pris son envol. Pour ce vol inaugural, destination Dakar en aller-retour, avec comme passagers le staff managérial de la compagnie, le patronat, la chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, les agences de voyage, leurs invités, les partenaires de tous les instants, les journalistes, les observateurs.
Objectif, découvrir l'avion dans toutes ses dimensions, confort de voyage et autres. Un bémol tout de même, la ponctualité. Les excuses pour ce premier vol sont de mise. 2h30 après, Dakar, aéroport Léopold Sédar Senghor, un comité d'accueil à la dimension de l'événement. Puis, cap est mis sur l'hôtel Tereboubi, à environ une vingtaine de minutes de l'aérogare, pour le déjeuner d'affaires grandeur nature. Les partenaires dakarois n'ont pas boudé leur plaisir pour saluer l'événement avec quelques souhaits et surtout une satisfaction. Nous voulons travailler ensemble, Sénégal Airlines et Air Côte d'Ivoire, main dans la main, c'est une consoeur, et essayer de fédérer nos forces dans une concurrence saine et loyale et gagnant-gagnant où personne ne doit perdre. Au menu du déjeuner, des éclairages sur les ambitions de Air Côte d'Ivoire, être une compagnie qui a su s'inspirer du passé pour construire l'avenir. Alors Sénégal Airlines, on est en train de discuter si on peut s'entendre pour harmoniser les horaires, parce que Sénégal Airlines, ils ont opéré maintenant depuis pratiquement 2 ans, et c'est une compagnie qui est établie. Nous, on arrive et il faut qu'on se départage le marché pour optimiser l'horaire, pas que les deux compagnies volent pratiquement dans la même phase d'horaire. Il y a une compagnie le matin, une l'après-midi, le soir. C'est comme ça qu'on peut s'entendre. Le président de la Fédération des agences de voyage d'Afrique est du même avis. Mieux, il fait des suggestions. Que la compagnie Air Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui nous permet d'être là aujourd'hui, ne soit pas éphémère, ne soit pas quelque chose qu'on jette et qu'on ne produit plus. Ces suggestions sont partagées par les partenaires ivoiriens. L'envol est pris et se poursuivra par un autre vol inaugural le 7 novembre sur Libreville, quand le démarrage des activités commerciales est prévu pour le 12 novembre. Sentiment de joie des passagers de ce premier vol de la nouvelle compagnie aérienne ivoirienne, sentiment recueilli pour vous par Noël Niagno. C'est vraiment des sentiments de joie, parce qu'un ambassadeur, une de ses missions, c'est d'ouvrir au resserrement des liens d'amitié entre les États, les peuples et les nations. Et voir que la Côte d'Ivoire est de retour dans les cieux africains, et notamment à Dakar, où je suis en fonction, c'est vraiment une joie extrême. En premier, c'est le président de la République qui a confié cette mission au général Abdoulaye Coulibaly. C'était donc au mois de mai 2011, d'accord. Et depuis ce temps-là, on a travaillé d'arrache-pied. Une équipe restreinte au début qui, au fur et à mesure, s'est agrandie. On était au début, quand le général a été désigné, on a été 2, après on a été 3, après on a été 4. Aujourd'hui, on est 122. Donc ça, c'est le fruit du travail, c'est le résultat des efforts de 122 personnes. Et forcément, c'est une fierté. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous avons vu que le déploiement du réseau de Air Côte d'Ivoire est tel que les vols seront directs. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que la plus longue destination de Air Côte d'Ivoire sera au maximum de 3 heures. Et ça, c'est très important. Demain, je me rends à Kinshasa. D'Abidjan à Kinshasa, je vais mettre 10 heures de vol. Vous voyez que ce qu'apporte Air Côte d'Ivoire est très important dans le confort du voyageur. Quand on entreprend, si on échoue, on tire la leçon et on fait mieux. Je pense que pour Air Côte d'Ivoire, ce qu'il faut, c'est effectivement de bien maîtriser les charges, mais surtout avoir des voyageurs transportés, pour avoir des produits importants, pour que l'entreprise soit pérenne. Nous avons beaucoup d'espoir pour la nouvelle compagnie Air Côte d'Ivoire. Les acteurs sont sensiblement les mêmes. Nous avons des partenaires que nous connaissons déjà bien. Donc nous savons déjà que le partenariat va être productif et simple, surtout très simple. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est la volonté politique de créer une compagnie qui va impliquer un hub. Et un véritable hub, comme par exemple Nairobi a été un hub,
pour Kenya Airways en Afrique de l'Est. C'est de pouvoir avoir un partenariat qui leur permettra d'avoir une taille critique et donc de pouvoir exploiter au mieux les différentes destinations qui ont été définies, les 10 destinations. Le dernier axe que je retiens de la part de ces responsables de Air Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir faire de la plateforme d'Abidjan un hub, c'est-à-dire un aéroport de concentration où ils vont pouvoir drainer du trafic et à partir de là éclater donc ces clients-là vers différentes destinations, toujours en s'appuyant sur l'option de vol direct. Je pense que s'ils réussissent à faire cela, alors on ne pourra pas conjuguer certainement Air Côte d'Ivoire dans le passé. Ils sont arrivés sur un marché où la plupart des compagnies aériennes donnent 40 kilos aux passagers en économique. Air Côte d'Ivoire arrive avec 32 kilos. Donc moi, le conseil que j'ai à leur donner, c'est de revoir leur politique de poids ou de s'aligner. Entre Sénégal et Côte d'Ivoire, il y a un grand marché. Avec le Sénégal Airlines, on avait déjà un vol, mais à Côte d'Ivoire, il va nous faire chaque jour, il y a un vol direct. Le problème des ventes de billets d'avion, ça fait partie des éléments dont ils nous ont parlé et pour lesquels ils vont pallier. C'est-à-dire ne plus s'aligner avec les autres compagnies aériennes, ils vont faire des vols directs. Donc au niveau des ventes, je pense que nous serons plus ou moins à l'aise. Voilà, et c'était quelques réactions des premiers passagers de Air Côte d'Ivoire recueillis pour vous par Noël Niagno. Et on revient à Abidjan, direction la primature au plateau pour faire le point cette fois-ci des échanges entre le Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jano et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III. L'entretien a porté sur la coopération entre les deux pays et l'implication des États-Unis dans l'organisation des futures élections en Côte d'Ivoire. Sur place, Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Philippe Carter III, a rendu visite cet après-midi de mercredi au chef du gouvernement ivoirien, Ahoussou Kouadio-Jano. La coopération entre les deux pays était à l'ordre du jour, mais les échanges ont aussi porté sur la participation des États-Unis aux prochaines échéances électorales dans le pays. Nous sommes prêts d'aider avec la question de réforme. La question de CEI, la question des codes électoraux, questions comme ça. Ça sera plus difficile. Et aussi, nous sommes bien prêts pour engager votre Assemblée nationale dans cette question, parce que ça, c'est très important. Le récent sujet du rapport d'Amnesty International a été aussi visité par l'ambassadeur américain. Philippe Carter III a dit partager la vision de cette institution sur la question des droits de l'homme. Il s'est toutefois dit satisfait de la réponse du gouvernement ivoirien. J'ai constaté aussi la réponse du gouvernement. C'était une réponse très constructive et positive à cette question. Sandy, l'ouragan qui a soufflé ces derniers jours sur les États-Unis, s'est aussi invité aux échanges. Le Premier ministre Ahoussou Kouadio-Jano a dit toute sa compassion aux diplomates qui lui a assuré de la ferme volonté des États-Unis à bien vite s'en relever. Ça a été un choc pour nous aux États-Unis. Il y a beaucoup de dégâts. Je suis très triste qu'il y a des vies qui étaient perdues dans cet orage, mais je suis confiant que, comme avant, que nous allons adresser le problème, nous allons reconstruire, nous allons recommencer et nous serons plus forts qu'avant. Et ce qui a également retenu l'attention dans l'actualité nationale ce mercredi, c'est la séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés réunis cet après-midi ont adopté l'ordre du jour de la deuxième session de l'année 2012. Au total, 15 projets de loi, dont la loi des finances 2013. Des séances d'information et des séminaires sont prévus au calendrier des députés entre le 7 novembre et le 21 décembre prochain. On en parle avec Thomas Bainchi. Du 7 novembre au 21 décembre, pendant tout juste 51 jours, les députés seront à la tâche, sans interruption, même les fins de semaine, pour déférer à leur obligation constitutionnelle de votation des lois. En dehors de la loi des finances au budget 2013, les députés auront à examiner, éventuellement voter aussi, 14 autres projets de loi. Il s'agit, entre autres, de modification de la loi de 1964 sur le mariage, du projet de loi sur l'enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise, des projets de loi portant organisation des collectivités territoriales et de modification de 6 articles du Code électoral. Des séances d'information sont prévues
Ainsi, l'ambassadeur de France viendra-t-il entretenir les députés le 7 novembre du contrat désendettement développement. Les membres du gouvernement en charge des questions de l'enseignement supérieur, du primaire et du secondaire, ainsi que de l'enseignement technique et professionnel, sont attendus à l'Assemblée nationale le 9 novembre. La situation sécuritaire du pays fera aussi l'objet d'échanges avec les députés, de même que la question de l'opportunité de l'usage du gaz par les autobus de la Sotra. Quant au projet de budget 2013, il sera bien entendu présenté par le ministre de l'économie et des finances en 5 séances du 26 au 30 novembre. L'innovation cette année, le ministre de l'économie et des finances sera accompagné à ces différentes séances par en tout 26 membres du gouvernement. Les députés pourront ainsi aller dans le détail de l'examen des budgets ministère par ministère. Je vous invite maintenant à décrypter le premier titre de cette édition. Il s'agit de la concertation des États membres de l'Union du fleuve Mano. En ligne de mire de cette concertation, la sécurité et la paix. Les représentants de l'Union ont passé en revue les crises politiques et militaires qui ont perturbé la sous-région, la question du renforcement de la sécurité transfrontalière et de la libre circulation des personnes et des biens ont été également évoquées. La Fofana y était. Au nom de la Guinée-Conakry, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire, les experts délégués ont décrit une situation sécuritaire sous-régionale grandement perturbée, mais pas du tout désespérée. Le temps n'est donc plus à l'observation de cette situation, comme l'a rappelé la secrétaire générale adjointe de l'Union du fleuve Mano, mais à l'action. Il faut un programme de gestion des frontières communes, une synchronisation des horaires d'ouverture et de fermeture, la levée des restrictions de la libre circulation des biens et des personnes, et enfin, il faut harmoniser les certificats de voyage d'urgence assortis de frais. C'est la voie à emprunter et c'est inévitable. Il n'existe donc pas d'alternative à la solidarité et à la mise en commun des moyens pour combattre l'insécurité à nos frontières. Il apparaît évident que c'est ensemble que nous réussirons ou nous ne réussirons pas. Il est indéniable que nous avons besoin de frontières sûres. Une idée appuyée par Paul Kofi. Pour revenir à un environnement stable, a-t-il ajouté, il y a une impérieuse nécessité à établir des unités conjointes de sécurité et de la restauration de la confiance dans l'union du fleuve Mano afin d'aboutir à des actions pérennes. Il faudra aller bien au-delà de ces objectifs et rechercher des programmes de consolidation de la paix, du contrôle des armements, de lutte contre le grand banditisme dans le cadre de la gestion de la sécurité transfrontalière. Les résultats de ces travaux préparatoires qui ont démarré ce matin seront soumis à l'appréciation des ministres le 2 novembre prochain. Et le commissaire du gouvernement Ange Kessi a échangé avec une délégation de la division des droits de l'homme de l'ONUCI. Ensemble, ils ont parlé des procès de la République en cours et de la situation des personnes incarcérées. Le récit est d'Abou Sanogo. Il s'agit pour la délégation de la division des droits de l'homme de l'ONUCI de s'informer sur la suite des procès, de l'état des détenus ainsi que le traitement accordé aux personnes incarcérées dans les différents lieux de détention. Sur le premier point, le commissaire du gouvernement Ange Kessi Kwame a rassuré la délégation de l'ONUCI en lui faisant comprendre que les procès se poursuivront jusqu'en mars 2013. Concernant les forces républicaines de Côte d'Ivoire, le commissaire du gouvernement a rappelé qu'à la suite du procès contre les militaires poursuivis pour assassinat d'un gendarme de l'ONUCI d'origine nigérienne ainsi que celui des militaires arrêtés suite aux attaques des bases des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Abidjan, s'ouvriront 5 procès concernant les éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire poursuivis devant le tribunal militaire d'Abidjan pour assassinat ou violation grave des droits humains. Le prochain procès post-crise, initialement prévu pour le 8 octobre, aura lieu le 21 octobre prochain avec la comparution de 3 officiers qui ont assassiné un soldat de l'ONUCI d'origine nigérienne avant de violer sa concubine, une Ivoirienne. Il risque 20 ans de prison. On change de sujet, parlons politique. Le nouveau secrétaire général de l'UGTCI, Joseph Léon Ebagnirin, et quelques membres de l'organisation syndicale étaient en visite au siège du RDR. La délégation a échangé avec le secrétaire général du Rassemblement des Républicains. Au cours de cette rencontre, la nouvelle vision de l'UGTCI a été partagée. On fait le point avec Patricia Omoetia. Fraîchement élu à la tête de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, Joseph Ebagnirin rencontre le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro.
Au cours des échanges, le secrétaire général de l'UGTCI évoque ses priorités. Selon lui, il veut redonner à la centrale tout son dynamisme en tant que partenaire social. Concernant les revendications, il indique que toutes les revendications seront soumises aux autorités, car les mandants qui sont dans le public et dans le privé attendent que le gouvernement s'occupe de leurs préoccupations. Notre vision dans le cadre du développement, dans le cadre de la construction, et lui indiquer que nous sommes partants pour être dans la dynamique où l'homme est au cœur du développement, pour être également au centre de la réconciliation. C'est une mission que nous envisageons de conduire et d'avoir l'appui. L'appui de l'ensemble des partis politiques, bien que nous soyons apolitiques. Car aujourd'hui, la réalité voudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble et qu'ils comprennent qu'ils seront sans doute riches de l'ensemble de leurs différences. Au terme des échanges, plusieurs questions concernant le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti, et le SMAG, le salaire minimum agricole garanti, ont été évoquées. Le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, Joseph Ebagnerin, est persuadé qu'avec des procédures et une gestion transparente, l'UGTCI jouera un rôle important dans la relance économique. On en vient maintenant aux états généraux de la FANAF, la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain. Les travaux de ces états généraux sont consacrés à l'assurance agricole. 2 jours donc de travaux pour faire l'état des lieux, mieux appréhender la situation actuelle de l'assurance agricole. Le secteur agricole qui touche plus de la moitié des populations actives africaines et qui participe à plus de 25% du produit intérieur brut mérite une attention accrue. C'est une conviction que partagent tous les membres de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF. La réunion à Abidjan de la FANAF permettra de faire le point de cette attention particulière, attention qui s'est traduite dans certains pays par la mise en place de structures d'assurance ou de mutuelles pour améliorer le quotidien et la sécurité des populations. Au lendemain des indépendances, dans les années 70, la plupart de nos pays s'étaient dotés de sociétés d'assurance agricole. Mais force est de constater qu'au bout de quelques années, toutes ces structures ont fermé, ont été liquidées. Et depuis quelques années, d'autres États ont tenté l'expérience, c'est le cas du Sénégal, mais avec des résultats qui restent très mitigés. C'est bien pour ça que nous avons décidé de nous pencher sur la question. La FANAF examinera à Abidjan de nouvelles formes d'assurance susceptibles de mieux répondre aux attentes des populations rurales, mais aussi des travailleurs du secteur informel. On a les parents paysans qui pourraient bénéficier de l'assurance santé pour eux, leur famille et les personnes qui participent à leur exploitation, pour leur matériel agricole et pour les plantations. Vous avez des personnes, vous avez des paysans qui perdent entièrement leur production à la suite d'un incendie, d'un feu de brousse qu'on connaît chez nous. Donc l'objectif, c'est de prendre en charge toutes ces personnes pour ne pas que des années d'investissement soient perdues suite à un incendie ou des problèmes climatiques. La Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, FANAF, a été créée le 17 mars 1976 à Yamoussoukro. L'association dont le siège social est à Dakar réunit 153 sociétés d'assurance et de réassurance, plus 2 fonds de garantie automobile. Et c'était le reportage d'Hugues Hervé Blé. C'est un coup dur pour la caravane initiée par les artistes de Côte d'Ivoire, un coup dur pour le monde de la culture. La mort, la grande faucheuse, a encore frappé. L'artiste arrangeur Oum Pierre est décédé aujourd'hui. Il faisait partie de la caravane de la paix et de la réconciliation qui était en escale à Yamoussoukro. En mémoire pour Wompi, les artistes de la caravane lancent ce message. Écoutons. Ça va bien? Ça va, on est là pour la tournée de réconciliation. Donc le concert c'est demain. En tout cas, on est venu pour dire à tout le monde que la réconciliation c'est bien pour nous tous. Dans la réconciliation, il y a la paix. Dans la réconciliation, il y a la stabilité. Dans la réconciliation, tout le monde est tranquille et tout le monde peut trouver à manger. L'étape d'Abangourou, ça va être un grand concert, mais surtout des messages de paix, de réconciliation, des messages d'apaisement, dire aux Ivoiriens que voilà, il est important qu'on se réconcilie. C'est parce que la réconciliation accouchera forcément à la stabilité
et la stabilité pourra permettre en tout cas aux autorités de créer des emplois, et la création d'emplois permettra aux populations d'avoir du boulot. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Comme un pays uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. Côte d'Ivoire unité, quand nous serons unis, comme un pays uni, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques minutes de la ville d'Abengourou et nous étions avec l'artiste Tikendia. Le show, c'est pour demain. Et justement, la caravane va continuer. La paix et la réconciliation seront au rendez-vous. Demain, c'est la fête de la Toussaint, une fête célébrée le 1er novembre, au cours de laquelle l'Église catholique va honorer tous les saints connus ou non connus. Et je vous livre donc en raison de cette fête le communiqué du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité. Le ministre donc communique en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant le décret numéro 87-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 1er novembre 2012, fête de la Toussaint est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signatures de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de la Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé, et c'est signé le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité, Gilbert Koné Kafala. C'est ici qu'on s'arrête. Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous.